les gars, donc on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo du YouTube et aujourd'hui on commence par les biostats et donc on va voir les différentes lois de probabilité, donc la loi de Bernoulli, la loi binomiale, la loi de Poisson et la loi normale. Donc on va commencer avec la loi de Bernoulli. Donc en fait cette loi elle s'applique lorsque votre événement admet deux issues. L'issue réussite, donc succès, et l'issue échec. On appelle aussi cette expérience l'épreuve de Bernoulli. Par exemple, dans le cadre d'un traitement, votre traitement peut très bien fonctionner. Dans ce cas-là, on est face à un succès, donc c'est l'issue numéro 1, et votre traitement peut très bien échouer, et dans ces cas-là, c'est l'issue numéro 2, qui est l'échec. Et donc du coup, lorsqu'on a un succès, on va noter x est égal à 1. Donc la probabilité que le traitement soit un succès, donc la probabilité que x est égal à 1 est égale à p. Si jamais votre traitement échoue, on va noter x égale 0, donc la probabilité que le traitement échoue est égale à p de x, enfin la probabilité que x soit égal à 0 est égale à 1 moins p, qui est égal à q. Maintenant, on va passer aux différents paramètres de la loi de Bernoulli. Il y a notamment l'espérance, qu'on note e de x, qui est égale à p, et la variance, donc v de x, qui est égale à p facteur de 1 moins p, donc qui est égal à p fois q, étant donné que q est égal à 1 moins p. Maintenant, on va prendre un petit exemple. Admettons que la probabilité que l'événement se réalise soit de 0,8. Ainsi, la probabilité que l'événement soit une réussite, donc que x soit égal à 1, est égale à p, donc est égale à 0,8. Maintenant, on veut connaître la probabilité que l'événement ne se réalise pas, donc que l'issue soit un échec. Donc la probabilité que x soit égal à 0. On sait que cette probabilité est égale à 1 moins p, qui est égal à q, donc 1 moins 0,8 est égal à 0,2. Maintenant, on va chercher l'espérance, on sait que c'est égal à p, donc 0,8. On cherche la variance, on fait p fois q, donc 0,8 fois 0,2, et ça nous donne 0,16. Par exemple, un traitement qui a une probabilité de succès de 80% aura une probabilité d'échec de 20%, et donc une espérance à 0,8 et une variance à 0,16. Donc là, on va passer à la loi binomiale. Donc on va prendre une population avec une probabilité d'événement P, et dans cette population, on va tirer un échantillon aléatoire, et on va calculer la probabilité que l'événement se produise k fois. En gros, c'est comme une épreuve de Bernoulli qu'on va répéter x fois. On dit alors que la variable x que vous avez ici, elle suit une loi binomiale de paramètres np, avec n la taille de l'échantillon et p la probabilité que l'événement se réalise. Donc voilà la grosse formule qui paraît un peu barbare, avec ici le coefficient c qu'on calcule comme ici, donc on calcule donc, n factoriel sur k factoriel facteur de n moins k factoriel. Donc avec n la taille de l'échantillon et k c'est la probabilité que l'événement se réalise tant de fois. Donc ça c'est propre à chaque exercice. Et donc du coup là par exemple on a aussi deux paramètres comme dans la loi qu'on a vue juste avant. Donc l'espérance de x qui se calcule n fois p et la variance qui se calcule n fois p fois q avec q qui est toujours égal à 1 moins p. Là, on va prendre un exemple. Donc, par exemple, la probabilité qu'une femme fasse une fausse couche dans la population générale de Caen est de 0,2. Donc, P est égal à 0,2. Dans la population générale de Caen, on va tirer au sort 30 femmes. Donc, N est égal à 30. Et nous, on veut pouvoir déterminer la probabilité que K femmes, dans cet échantillon de 30 femmes, fassent une fausse couche. Donc, nous, là, par exemple, on veut savoir la probabilité que 3 femmes exactement dans cet échantillon de la population de Caen fassent une fausse couche. Donc, on va calculer la probabilité que x soit égal exactement à 3. Donc, pour cela, on va remplacer dans la formule juste ici, k par 3, puisque du coup, k est égal à 3, et n par 30, vu que notre échantillon est composé de 30 femmes. Donc, du coup, on réalise ce calcul-là avec toujours le coefficient C qu'on calcule ici. Donc on remplace toutes les valeurs. Et à la fin, on trouve la probabilité que 3 femmes exactement dans cet échantillon fassent une fausse couche égale à 0,079.
On calcule également l'espérance, donc pareil, n fois p, on trouve 6, et la variance, donc n fois p fois q, avec q est égal à 1 moins 0,2, étant donné que c'est 1 moins p, et on trouve 4,8. Alors maintenant, on va passer à la loi de Poisson. Donc, vous pouvez vous dire qu'elle est un peu inutile, mais en vrai, elle est tombée l'année dernière au partiel, du coup, quand même, réviser-la, c'est quand même important. Du coup, la loi de Poisson, on l'utilise pour déterminer le nombre d'événements observés dans une période de temps. On a vu juste avant la loi binomiale, qui permettait de calculer le nombre d'événements observés dans un échantillon, et cette fois-ci, on veut dans une période de temps. Donc si jamais vous n'avez pas de notion de temps dans un énoncé, c'est sûr et certain que vous ne devez pas du coup utiliser la loi de Poisson. Donc on va prendre un exemple. Le nombre de noyades accidentelles est en moyenne de 2 par an pour une population de 100 000 habitants. Donc on a cet énoncé. La probabilité d'avoir K apparition d'événements est égale à cette formule, qui paraît un peu barbare. Donc du coup, lambda, c'est le paramètre de la loi de Poisson. Et dans notre exemple, lambda, c'est le 2 par an, juste ici. En gros, c'est en moyenne le nombre d'événements observés durant la période. Donc en moyenne, sur X années, on a observé que le nombre de noyades accidentelles était de 2 par an. Du coup, lambda est égal à 2. Il y a deux paramètres, toujours les mêmes, l'espérance et la variance, qui sont tous les deux égales à lambda, donc c'est un petit peu plus simple que pour les autres lois. Donc là, on va prendre l'exemple qu'on a juste ici, et nous, on veut déterminer la probabilité que sur une année, il y ait exactement 0 noyade. Donc on garde lambda est égal à 2 parce que la moyenne reste quand même de 2 noyades par an, mais nous on veut la probabilité que cette fois-ci il y en ait 0. Donc on va prendre k est égal à 0. Donc la probabilité que x soit égal à 0 est égale à 2 exponentielle 0 sur 0 factoriel, non 2 puissance 0 pardon, fois exponentiellement 2, et du coup ça nous donne un résultat égal à exponentiellement 2. Donc du coup, notre lambda est toujours égal à 2 et k est égal à 0. Notre espérance et notre variance sont égales à lambda, donc sont égales à 2. Donc on va passer à la dernière loi qui est la loi normale. Donc la loi normale, elle est utilisée avec une courbe qui s'appelle la courbe de Gauss, que vous avez juste là. Et elle dépend de mu et de sigma. Donc mu, c'est la moyenne dans la population et sigma, c'est l'écart type dans la population. Sigma doit toujours être positif et on peut le calculer comme la racine carrée de la variance. Donc, pour rappel, en fait, la courbe de Gauss, elle est symétrique. En fait, l'aire qu'il y a entre le point moins y et le point moins x est égal à l'aire qu'il y a entre le point x et le point y. C'est du coup le principe de la symétrie. Pour calculer les probabilités avec la loi normale, il faut centrer réduire. Alors je m'explique. C'est-à-dire qu'il faut transformer la variable x qu'on a juste ici en une variable z. On ne peut pas utiliser la loi normale si la variable reste x telle qu'elle est et qu'elle n'est pas transformée en une variable z. Pour cela, on utilise ce calcul, toujours avec mu et toujours avec sigma. Dans ces cas-là, on dit que z suit une loi normale centrée réduite, d'une moyenne mu est égale à 0 et d'un écart type sigma égale à 1. Donc maintenant, on va prendre un petit exemple. Donc, on va, par exemple, considérer la variable x de... Je recommence. Donc maintenant, on va prendre un petit exemple. On considère la variable x qui suit une loi normale 8,3. Donc c'est-à-dire que mu est égal à 8 et que sigma est égal à 3. Pour un x supérieur à 2. Donc on effectue le petit calcul suivant en remplaçant les données de la formule avec les données de l'énoncé. Et on trouve la probabilité que z soit supérieur à moins 2. Pour trouver ça, on va utiliser les tables statistiques. La loi normale, la petite particularité avec ces deux lois-là, c'est qu'on ne peut pas trouver une probabilité pour une valeur exacte. Par exemple, on ne peut pas trouver la probabilité que z soit égale à moins 2. On peut trouver dans la table de la loi normale centrée réduite que les probabilités supérieures à une valeur positive. Donc même la probabilité que z soit supérieure à moins 2, on ne peut pas la trouver comme ça, il va falloir faire des petites manipulations de courbes et on va voir ça juste après. Tout d'abord, on regarde la table. Donc maintenant, on va voir quelques exemples de manipulation des courbes.
Donc, par exemple, là, on veut déterminer la probabilité que Z soit inférieur à K. On a vu tout à l'heure qu'on ne peut pas trouver dans la table quand Z est inférieur à quelque chose ou quand la valeur de Z est négative. Donc là, il va falloir manipuler la courbe. On sait que l'aire de la courbe de Gauss, elle vaut 1. Donc, notre Z se trouve dans cette aire-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'aire qui vaut 1 et on va lui soustraire la probabilité que Z se situe ici. Et donc, la probabilité que Z soit supérieure à K. Et comme là, Z est positif et supérieur à une valeur, eh bien, on peut trouver dans la table de probabilité de la loi normale centrée réduite. Deuxième exemple. On cherche la probabilité que Z soit inférieure à moins K. Donc, en gros, que Z se trouve dans cette aire-là. Or, là, on est inférieur et en plus de ça, on a une valeur négative. Donc, on sait que la courbe de Gauss est symétrique. Donc, en fait, Z se trouve ici, mais c'est comme si on avait K ici, c'est comme si il se situait ici, étant donné que la courbe est symétrique. Donc, on va pouvoir directement chercher la probabilité que Z se trouve ici, donc que Z soit supérieur à K. Troisième exemple, on cherche la probabilité que Z soit supérieur à moins K. Donc, que Z se trouve dans cette aire-là. On va prendre 1 et on va lui soustraire la probabilité que Z se situe là. Mais comme on l'a vu juste ici, c'est symétrique. Donc, on va lui soustraire la probabilité que Z se situe là. Donc, on va lui soustraire la probabilité que Z soit supérieur à K. Quatrième exemple, on veut chercher la probabilité que Z se situe entre le point A et le point B. Donc, on va soustraire à 1 la probabilité que Z se situe là, donc qu'il soit inférieur à A, moins la probabilité qu'il se situe là, donc qu'il soit supérieur à B. Ainsi, le calcul est 1 moins la probabilité que Z soit inférieur à A, moins la probabilité que Z soit supérieur à B. Donc maintenant, on va apprendre un petit peu à utiliser la table des probabilités. C'est table statistique, je pense. Maintenant, on va apprendre à utiliser la table des statistiques. Et donc du coup, on va chercher par exemple la probabilité que Z soit supérieur à 1,38. Pour cela, on cherche dans la colonne 1,3 et on va suivre le long de la ligne jusqu'à en haut le 0,08 et on trouve du coup au croisement 0,084. Donc la probabilité que Z soit supérieure à 1,38 est de 0,084. Donc on espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez un petit peu mieux compris les biostats. Et du coup, comme dirait les youtubeuses beauté, likez, commentez, abonnez-vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.